Merci beaucoup François Weil pour cette introduction si chaleureuse et si généreuse. Je désire avant tout exprimer ma reconnaissance à ceux qui m'ont invité à parler ici. Un grand honneur dont je suis tout à fait conscient. Je tiens tout de suite après à témoigner de la dette que j'éprouve à l'égard du grand historien auquel ce cycle de conférences est dédié. Ma rencontre avec les écrits et la figure de Marc Bloch remonte à plus de 50 ans. Je dois à celui qui reste peut-être son livre le plus original et le plus novateur, je veux parler de Le Roi Thaumaturge, l'élan définitif qui m'a dirigé, alors que je n'étais qu'un étudiant aux premières armes, vers les métiers de l'historien. Je me souviens encore de l'émotion avec laquelle j'ai commencé à feuilleter les pages de la première édition, celle de 1924. Il faudrait encore attendre pour la réédition anastatique et pour l'édition précédée de la lumineuse introduction de Jacques Le Goff. À l'émotion s'ajoutait la surprise. Elle naissait du thème inusuel et de la manière dont il était affronté. L'épigraphe ironique extraite de Les Lettres persanes, « Ce roi est un grand magicien », annonçait les dilemmes méthodologiques sur lesquels s'ouvraient les livres. D'une part, affronter les thèmes des pouvoirs magiques attribués au souverain sans se poser des limites d'espace ou de temps. D'autre part, restreindre l'enquête à des sociétés reliées par des rapports attestés par des documents historiques. On sait que Bloch choisit la seconde voie. Le roi thaumaturge analyse les pouvoirs de guérir les écrouelles attribués au roi légitime en France et en Angleterre. Mais avant de rejeter la comparaison ethnographique qu'il associait au nom de Fraser, Bloch l'examinait comme une alternative légitime. Une telle ouverture intellectuelle ne pouvait pas ne pas impressionner un jeune homme de 20 ans qui venait, nous sommes en 1959, de tomber sur les écrits de Lévi-Strauss. Les réflexions sur les rapports entre morphologie et histoire que j'ai poursuivies pendant des décennies sont nées à ces moments de la lecture des rois thaumaturges filtrés par l'anthropologie structurale. Ce n'est que bien des années plus tard, grâce à la préface de Jacques Le Goff au roi thaumaturge, que je me suis rendu compte que dans ce livre, un nom brillait par son absence, celui de Marcel Mauss, qui fit un éloge chaleureux du livre de Bloch après sa publication. C'est vrai. Mauss ne s'était jamais occupé ex professo de la monarchie sacrée, le thème qui était au centre de la recherche de Bloch. Pourtant, il travaillait depuis longtemps à son essai sur les dons, qui parut en 1925, un an après Le Roi Thaumaturge. À travers une série de comptes rendus et de brefs essais, Mauss avait dessiné un projet ambitieux, basé sur une comparaison extrêmement vaste qui portait sur des sociétés très lointaines dans l'espace et dans le temps, presque toujours dépourvues des liens historiques documentés. Mauss ne pouvait se targuer d'aucune connaissance directe de ces sociétés. L'expression « armchair anthropologist », née avec une intention sarcastique, lui va comme un gant. Cet anthropologue qui a inspiré une grande quantité d'enquêtes sur le terrain était avant toute chose un lecteur extraordinaire. Voilà qui m'amène au thème dont je vais vous parler ce soir. Les titres que j'ai choisis, lecture de Mauss, se réfèrent tout aussi bien à ce que Mauss, celui de l'essai sur les dons, a lu, qu'aux manières dont il a été lu. Comme j'essaierai de le montrer, à travers une série sélective et presque arbitraire d'exemples,
un passage en revue systématique serait impossible et sans doute superflu, ces deux perspectives sont étroitement liées. Plus précisément, la première illumine la seconde. Comprendre ce que Mauss a lu nous aide à comprendre en positif comme en négatif comment Mauss a été lu. Mauss, lecteur, est un anthropologue qui fait de l'ethnographie par personne interposée. Depuis son fauteuil, il fait dialoguer des ethnographes qui ont travaillé de manière indépendante, même si cela n'a pas toujours été en ignorant le travail qu'ils accomplissaient les uns les autres. Fait dialoguer, car c'est Mauss qui pose les questions à la documentation. Mais la documentation a été recueillie à la lumière des questions qui n'étaient pas les siennes et qui n'ont pu manquer, d'une certaine manière, de les conditionner. Prenons un cas macroscopique. Le dialogue que Mauss instaure entre Malinowski et Bose, deux anthropologues qui ont travaillé dans des sociétés extrêmement différentes, éloignées des milliers et milliers de kilomètres l'une de l'autre. Le Kula, l'immense circuit d'échanges gratuits analysé par Malinowski dans l'archipel des îles Trobriand, et les potlatches, cette compétition entre chefs basée sur la distribution ostentatoire des biens, poussée quelquefois jusqu'à la destruction, pratiquée par les populations indigènes de la côte du Pacifique Nord-Ouest, étudiée par Bose, semble avoir bien peu en commun. Et pas seulement. Comme on a pu l'observer, le Kula peut être inclus dans la catégorie du don au sens large, à laquelle, en revanche, les potlatches semblent irrémédiablement étrangers. Cette objection, formulée à plusieurs reprises, a été développée il y a plus de 10 ans par Alain Testard dans un essai intitulé « Uncertainties of the Obligation to Reciprocate, a Critique of Mauss ». Au long d'une argumentation qui serrait les textes de très près, Testard soutenait que l'obligation de répondre aux dons que Mauss avait posée au centre de son essai n'existe pas dans le cas du potlatch. B, que la possibilité de sanctionner l'absence de réciprocité dans les potlatches par l'esclavage que Mauss avait attribué aux indigènes Kwakiutl provenait d'une interprétation erronée d'un passage de Bose qui, de surcroît, ne se référait pas au potlatch. L'irrésistible inefficacité d'un classique. La boutade ironique de Max Frisch sur Bertolt Brecht ne s'applique certes pas à l'essai sur les dons. Ce classique de l'anthropologie est aujourd'hui, plus que jamais, au centre des discussions acharnées, ou, plus précisément, des critiques corrosives qui entament non seulement ses bases ethnographiques, mais jusqu'à son armature conceptuelle. C'est bien ce qu'a fait Testard lui-même quand il a soutenu, d'une part, que le potlatch ne constitue pas un exemple de l'obligation de la réciprocité du don. D'autre part, quand il a nié que cette obligation à la réciprocité constitue un phénomène universel. Toute discussion à propos de l'essai sur les dons doit se mesurer à cette double critique. Dans une première version finalement écartée, je dois cette information à la générosité de Stéphane Bacciocchi, le titre de l'essai était les suivants. Étude générale des formes et raisons de l'échange dans les sociétés archaïques du don et en particulier de l'obligation à rendre les présents. Que ce dernier point, destiné ensuite à devenir le titre de l'introduction, ait consisté le point central de la recherche de Mauss, est démontré aussi par l'essai bref et extrêmement dense publié un an avant l'essai sur les dons. Gift.
L'identité entre le mot qui désigne les dons en anglais moderne et les poisons en allemand moderne, souligné par Mauss, apparaît aujourd'hui comme un antidote préventif par rapport à la rhétorique envahissante et souvent gratuite sur la gratuité du don. La voie que Mauss avait l'intention de parcourir était différente, à la fois plus ambitieuse et plus radicale. Comprendre, à travers les dons et l'obligation qu'ils créent, comme la société, non pas telle ou telle société, mais la société en tant que telle, est possible. C'est à la lumière de ce projet de recherche qu'il est possible d'essayer de comprendre la présence apparemment injustifiée du potlatch dans un essai sur les dons. Mais avant d'examiner la manière dont Mauss a réélaboré les matériels sur les potlatches, il est indispensable de s'arrêter sur celui qui, entre tous, l'avait rassemblé, Franz Boas. Le travail ethnographique gigantesque que Boas a mené pendant des décennies, surtout parmi les populations de la côte nord-ouest du Pacifique, a fini par envelopper sa figure dans une aura de légende. Une légende ambivalente. La rigueur de Boas, comme l'a fait remarquer Lévi-Strauss, a légué aux anthropologues futurs un modèle inatteignable qui a fini par entraver la réflexion théorique. L'agnosticisme de Boas serait dérivé d'un modèle cognitif inspiré de la physique et de la géographie, les disciplines dans lesquelles il s'était formé. Dans ce jugement de Lévi-Strauss, où la critique se mêle à une profonde admiration, Boas se présente comme une incarnation la plus haute du positivisme. Mais sa biographie révèle une réalité plus complexe. La mère de Boas, Sophie née Mayer, avait vu le jour à Minden, une petite ville de la Westphalie, dans une famille juive ouverte à la culture moderne. Sophie développe très tôt une conscience aiguë de l'injustice qui caractérise les rapports entre les sexes. Un jour, dans quelques siècles peut-être, écrivait-elle à son ami Abraham Jacobi, quand l'humanité tout entière sera reconnue comme humaine, le joug qui pèse sur les femmes sera lui aussi brisé. Fin de la citation. Dans ces aspirations à la reconnaissance, nous retrouvons les signes des idéaux radicaux de 1848. Par Jacobi, la jeune Sophie avait connu le médecin Ludwig Kugelmann, ami et correspondant de Karl Marx. En février 1851, Jacobi envoya à Sophie et à sa sœur Fanny, qui devait plus tard devenir sa femme, la copie d'un opuscule récemment publié, le manifeste du Parti communiste. Telle est l'atmosphère intellectuelle et politique dans laquelle s'est formé Franz Boas. Avant d'émigrer aux États-Unis, il eut le temps d'écouter à Heidelberg les cours d'un des plus célèbres et des plus indépendants disciples d'Hegel, Kuno Fischer, qu'il qualifia d'absolument brillant. Plus tard, dans une lettre envoyée à sa sœur alors qu'il n'avait pas encore 30 ans, Boas évoque, je cite, « l'idéalisme allemand qui est à moi, qui est la force qui me pousse et pour laquelle nous devons tous les deux, toi et moi, être redevables à notre mère. » Fin de la citation. Franz Boas, disciple de Ratzel, provenait d'une tradition qui remontait à Humboldt et par certains aspects à Hegel. Je ne suis pas en mesure de préciser la manière dont la formation intellectuelle de Boas a pu orienter son travail sur le terrain. Une chose est sûre, Mauss s'est penché sur la documentation recueillie et présentée par Boas en partant de ses propres questions. Voyons lesquelles.
Dans la section de l'essai sur les dons consacrée au potlatch, Mauss évoque un mythe recueilli et présenté par Bose dans sa Ziemschen Mythology. Après avoir fait allusion aux grandes fêtes célébrées quand un nom est donné au fils du chef qui vient de naître, Mauss commente, et je cite, « Le potlatch, la distribution des biens est l'acte fondamental de la reconnaissance militaire, juridique, économique, religieuse, dans tous les sens du mot. On reconnaît le chef ou son fils et on lui devient reconnaissant. » Fin de la citation. Dans ce passage des plus denses se trouvent côte à côte deux des significations en usage aujourd'hui du terme reconnaissance. La reconnaissance personnelle, légale, politique et la reconnaissance comme gratitude. D'où vient cette double référence? La réponse est presque évidente, des Rousseau. Soit, découvrir derrière Mauss la grande ombre de Rousseau n'a rien de surprenant, surtout après que Claude Lévi-Strauss nous a enseigné à reconnaître en Rousseau les fondateurs des sciences de l'homme. Mais de quel Rousseau s'agit-il? Dans la liste des écrits mentionnés par Lévi-Strauss dans son essai figure, à côté du discours sur l'origine de l'inégalité, le contrat social, les lettres sur la botanique, les rêveries d'un promeneur solitaire. Manque l'Émile, qu'un passage mémorable des Tristes Tropiques consacré à Rousseau définit comme les livres qui révèlent le secret du contrat social. Mais l'Émile peut aussi être lu comme une réflexion implicite sur les discours sur l'origine de l'inégalité parus 8 ans auparavant. Telle est, comme je vais essayer de le démontrer, la voie parcourue par Mauss, lecteur de Rousseau. Il n'y a pas besoin d'insister sur l'importance que Rousseau attribue à la reconnaissance dans le second discours. Une citation suffira. Concluons. Qu'errant dans les forêts, sans industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre et sans liaison, sans nul besoin de ses semblables, comme sans nul désir de leur nuire, peut-être même sans en reconnaître aucun individuellement, l'homme sauvage, sujet à peu de passion et c'est suffisant à lui-même, n'avait que les sentiments et les lumières propres à cet état. Si par hasard il faisait quelque découverte, il pouvait d'autant moins la communiquer qu'il ne reconnaissait même pas ses enfants. Fin de la citation. Dans cette situation, le sauvage ne connaît que ses vrais besoins. Son intelligence ne faisait pas plus de progrès que sa vanité. À la reconnaissance réciproque entre les êtres humains, Rousseau attribue, dans l'essai sur l'origine des langues, l'élan vers le langage. Et je cite, « Sitôt qu'un homme fut reconnu par un autre pour un être sentant, pensant et semblable à lui, le désir ou le besoin de lui communiquer ses sentiments et ses pensées lui en fit chercher les moyens. » Fin de la citation. En général, la reconnaissance réciproque représente pour Rousseau une étape décisive dans la voie qui mène à la civilisation, celle que parcourt Émile, savamment guidé. Écoutons la voix de son éducateur, et je cite, « Ce ne sont point les philosophes qui connaissent le mieux les hommes. Ils ne le voient qu'à travers les préjugés de la philosophie, et je ne sache aucun état où l'on en est tant. Un sauvage nous juge plus sainement que ne fait un philosophe. Celui-ci sent ses vices, s'indigne des nôtres et dit en lui-même « Nous sommes tous méchants ». L'autre nous regarde sans s'émouvoir et dit « Vous êtes des fous ». Il a raison, car nul ne fait le mal pour le mal,
Mon élève est assez sauvage, avec cette différence qu'Émile, ayant plus réfléchi, plus comparé d'idées, vu nos erreurs de plus près, se tient plus en garde contre lui-même et ne juge que de ceux qu'il connaît. Fin de la citation. Émile, donc, est et n'est pas un sauvage. C'est un homme de la nature fait pour vivre dans les villes. Son éducation tout entière se déroule sous les signes d'une ambivalence paradoxale. Et je cite, « Dans les éducations les plus soignées, le maître commande et croit gouverner. C'est en effet l'enfant qui gouverne. Prenez une route opposée avec votre élève, qu'il croit toujours être le maître et que ce soit toujours vous qui le soyez. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. Les pauvres enfants qui ne sait rien, qui ne peut rien, qui ne connaît rien, n'est-il pas à votre merci? » Fin de la citation. La liberté, une liberté apparente, s'est traduite par un assujettissement total. Et c'est ici qu'apparaît le don. Je cite, « L'ingratitude n'est pas dans le cœur de l'homme, mais l'intérêt y est. Il y a moins d'obligés ingrats que des bienfaiteurs intéressés. Si vous me vendez vos dons, je marchanderai sur les prix. Mais si vous feignez de donner pour vendre ensuite à votre mot, vous usez de la fraude. C'est d'être gratuit qui les rend inestimables. Le cœur ne reçoit des lois que de lui-même. En voulant l'enchaîner, on le dégage. On l'enchaîne en le laissant libre. » Parole terrible. L'Émile est un livre terrible. D'une part, le don crée un lien, de l'autre, il crée l'impulsion à la réciprocité. Et je cite, « Voit-on jamais qu'un homme oublié par son bienfaiteur l'oublie? Au contraire, il en parle toujours avec plaisir. Il n'y songe point sans attendrissement. S'il trouve occasion de lui montrer par quelque service inattendu qu'il se ressouvient des siens, avec quel contentement intérieur il satisfait alors sa gratitude, avec quelle douce joie il se fait reconnaître, avec quel transport il lui dit « ton tour est venu ». Voilà vraiment la voie de la nature. Jamais un vrai bienfait n'est fait d'ingrat. Fin de la citation. Avec quelle douce joie le bénéficiaire se fait reconnaître. Et voici que la reconnaissance se mêle à la gratitude. Reconnaissance. Je cite, « Si donc la reconnaissance est un sentiment naturel et que vous n'en détruisez pas l'effet par votre faute, assurez-vous que votre élève, commençant à voir le prix de vos soins, y sera sensible. Pour le rendre docile, laissez-lui toute sa liberté, dérobez-vous pour qu'il vous cherche, élevez son âme au noble sentiment de la reconnaissance en ne lui parlant jamais que de son intérêt. » Fin de la citation. À travers la liberté qui a produit son assujettissement, Émile est devenu un sujet. Paradoxe destiné à une longue fortune qu'il faudrait interroger historiquement. Le passage décisif de l'éducation d'Émile est accompli. Nous entrons enfin dans l'ordre moral, annonce solennellement l'éducateur. Jusque-là, Émile n'avait regardé que lui, mais les choses changent. Je cite, « Les premiers regards qu'il jette sur ses semblables le portent à se comparer avec eux, et le premier sentiment qu'excite en lui cette comparaison est de désirer la première place. Voilà les points où l'amour de soi s'échange en amour propre. » Fin de la citation. Émile est entré, et nous avec lui, dans la civilisation, dans le monde de la compétition, dans la lutte pour la reconnaissance. Dans les pages des bosses sur les potlatches, Mauss aura trouvé, ou cru retrouver, une réponse aux questions que sa lecture de Rousseau avait déclenchées. Un élément indirect vient soutenir cette affirmation. Il provient de la foi jurée, la thèse publiée par Georges Davy
en 1922. Les sous-titres du livre, dédié à la mémoire de Durkheim et à Lucien Lévy-Bruhl, dessinaient un domaine des plus vastes: études sociologiques du problème du contrat, la formation du lien contractuel. Au cours d'une exposition rapide, parfois hâtive, Davy accordait une importance particulière au potlatch, qu'il décrivait sur la base des données recueillies par Bos et réinterprétées par Mauss dans ses essais et ses comptes rendus parus dans l'année sociologique. Dans les pages de la conclusion, Davy résumait sa propre argumentation en renvoyant à Rousseau et à Léon Bourgeois. Je cite: « La fonction sociale du contrat de Rousseau et celle du potlatch ne diffèrent pas au fond. Le potlatch n'est en somme pris à ce point de vue qu'un contrat social continué. Les contrats de Rousseau déterminent une fois pour toutes l'ordre social. Le potlatch le détermine sans cesse. De plus, les contrats de Rousseau se fondent sur l'égalité, les potlatch sur la hiérarchie, et sur une hiérarchie issue de la concurrence et non de l'hérédité, particularité qui explique que la besogne soit sans cesse à reprendre. » Fin de la citation. Le parallèle un peu rapide entre le contrat social de Rousseau et les potlatch dans un livre qui reprenait, fût-ce sous une forme simplifiée et délayée, l'enseignement de Mauss ne saurait être ignoré. Le rapport entre Davy et Mauss, malgré la faible différence d'âge, 11 ans, relevait de celui qui existe entre un disciple et son maître. Dans La foi jurée, Davy déclarait sa propre reconnaissance à l'égard de Mauss, auquel il faisait remonter son initiation ethnographique. Mais en même temps, il donnait aussi l'impression de vouloir envahir le terrain que Mauss avait cultivé pendant des dizaines d'années. Les aléas qui accompagnèrent la discussion puis la publication de la thèse de Davy accusent cette ambiguïté. Mauss, invité par Davy à faire partie du jury, n'ait pu participer en raison d'un empêchement. Marcel Granet, qui l'avait remplacé, accueillit la publication de La foi jurée avec une recension très sévère. Devant les plaintes de Davy, Mauss s'abstint de soulever des questions de priorité, mais il lui fit savoir de manière privée ses propres critiques. Mauss, confronté à la version gauchie et simplifiée de ses idées que La foi jurée mettait en circulation, aura décidé d'accélérer la conclusion, remise depuis plusieurs années, de ses propres recherches sur les dons. En 3 ans, il faisait publier l'essai sur les dons, présenté comme une partie de la série des recherches que nous poursuivons depuis longtemps, M. Davy et moi, sur les formes archaïques de contrat. Comme on l'a vu, dans les pages de l'essai consacré au potlatch, la référence à Rousseau était présentée sous une forme implicite. Au lieu d'une référence évidente au contrat social, Mauss s'inspirait tacitement de ces livres qui, selon les mots de Lévi-Strauss, encore, révèlent les secrets du contrat social, à savoir Émile. Les rapprochements du potlatch et de Rousseau n'est qu'un des éléments qui font de La foi jurée un témoignage précieux pour déchiffrer l'essai sur les dons. L'autre concerne la chronologie de l'essai de Mauss. On peut supposer que la version publiée porte les traces de la dernière phase d'élaboration, celle qui suit la publication de La foi jurée. Il est vraisemblable que cette phase coïncide avec la conclusion de l'essai sur les dons, qui comprend, entre autres choses, une critique insérée dans une note à la surévaluation du potlatch avancée par Davy dans La foi jurée. Que la dernière page ait été écrite en dernier est une affirmation à première vue banale, qui cependant, comme je vais essayer de le démontrer, a des conséquences qui, elles, n'ont rien de banal. Il est possible d'étendre ces observations à nos propres sociétés. Cette phrase, sur laquelle s'ouvre la conclusion, indique une césure
par rapport au très vaste dossier ethnographique et historique présenté dans les pages précédentes. Ce dossier que Mauss avait accumulé et passé au crible pendant près de 20 ans. Le regard se tourne vers le présent. Le ton détaché de l'analyse fait place à une tonalité engagée et exhortative où l'on perçoit souvent une émotion contenue. Écoutons-en un exemple. Je cite. « Ce sont nos sociétés d'Occident qui ont très récemment fait de l'homme un animal économique. Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle est des pratiques courantes. Elle est encore caractéristique de quelques fossiles de notre noblesse. L'homo economicus n'est pas derrière nous, il est devant nous, comme l'homme de la morale et du devoir, comme l'homme de la science et de la raison. L'homme a été très longtemps autre chose, et il n'y a pas bien longtemps qu'il est une machine compliquée, une machine à calculer. D'ailleurs, nous sommes encore heureusement éloignés de ce constant et glacial calcul utilitaire. Fin de la citation. De telles pages ont eu un poids important, déterminant peut-être, dans la fortune de l'essai sur les dons. Je suis le dernier à vouloir nier leur importance. À près d'un siècle de distance, elles nous parlent avec une force inchangée, sinon accrue. Mais le risque est grand de les lire hors du contexte qui les a vus naître. Récupérer ces contextes, c'est faire un pas en avant dans la compréhension de l'essai de Mauss. Il y a 25 ans, Michele Battini avait proposé de lire l'essai sur les dons à la lumière d'un écrit de Mauss à peu de choses près contemporain. L'appréciation sociologique du bolchevisme, parue dans la Revue des métaphysiques et des morales en 1924. Il s'agissait d'une précieuse suggestion critique. Il est désormais possible de l'approfondir grâce à l'indispensable recueil des écrits politiques de Mauss publié par Marcel Fournier. Voyons de quelle manière. Au moment de donner congé au lecteur de l'essai sur les dons, Mauss se retourne. On voit comment on peut étudier, dans certains cas, les comportements humains sociaux, la vie sociale tout entière. Le cas du don, en tant que fait social total, a en effet une valeur exemplaire. Je cite, « Des études de ce genre permettent en effet d'entrevoir, de mesurer, de balancer les divers mobiles esthétiques, moraux, religieux, économiques, les divers facteurs matériels et démographiques dont l'ensemble fonde la société et constitue la vie en commun et dont la direction consciente est l'art suprême, la politique, au sens socratique du mot. » Fin de la citation. C'est sur ce mot que s'achève l'essai. Le regard sur le présent débouche sur un éloge de la politique, mais il s'agit d'un éloge paradoxal, comme le suggère l'allusion à l'art suprême, la politique au sens socratique du mot. Mauss réélaborait, en les condensant, deux passages contigus de l'appréciation sociologique du bolchevisme, qui font allusion respectivement à l'Édipe roi de Sophocle et aux politiques de Platon. Et je cite, « Art des arts, techne technes hyperferusa », disait Sophocle de la tyrannie. La politique, au sens le plus élevé du mot, devra donc non seulement rester très modeste, mais encore ne s'est jamais séparée de ses sœurs, la morale et l'économique, auxquelles elle est au fond identique. Le vieux rêve de Socrate, du citoyen sage, économe, vertueux et gardien de la loi, surtout prudent et juste, fournit donc toujours le modèle de l'homme d'action. Fin de la citation. Édipe tyran, relu à travers Socrate,
enseigne que la politique, l'art suprême, est un art de la mesure. Mauss pense par contraste aux bolcheviks, une des cibles implicites des pages conclusives de l'essai sur les dons. En abolissant les marchés entre 1918 et 1922, les bolcheviks ont accompli un geste violent et éphémère. Mauss développa son jugement dans un essai paru en 5 livraisons, entre le 3 février et le 5 mars 1923 dans la vie socialiste. La première, intitulée « Fascisme et bolchevisme, réflexion sur la violence », s'ouvrait par une attaque féroce contre Georges Sorel, reprise ensuite dans la dernière qui avait pour titre « Observation sur la violence, contre la violence, pour la force ». Écrite en même temps que l'essai sur les dons, ces pages l'illuminent d'une lumière vive et inversement. Le crime et la faute du bolchevisme, écrit Mauss, c'est de s'être imposé au peuple et d'avoir molesté même la classe ouvrière dont le gouvernement s'est dit issu, d'avoir meurtri toutes les institutions sociales qui eussent pu être la base de l'édifice. Nous ne voulons donc pas de la force qui s'impose contre le droit ou sans le droit, mais nous ne renonçons pas à mettre la force au service du droit. Fin de la citation. La force est pour Mauss une composante inéliminable de la vie sociale. Je cite, « Il n'y a pas de société sans discipline, sans contrainte, sans sanction. » Fin de la citation. Mais la force visible ne pourrait pas agir si elle n'était soutenue par celle qu'on ne saurait voir. Une des sections les plus discutées de l'essai sur les dons s'intitule justement « La force des choses ». Dans les choses échangées au potlatch, écrit Mauss, il y a une vertu qui force les dons à circuler, à être donnés et à être rendus. Nous retrouvons l'obligation à rendre les présents, la question dont Mauss était parti. Je reviens plus loin sur la réponse de Mauss. En quelle mesure la genèse de l'essai sur les dons retracée jusqu'ici converge-t-elle avec les lectures qui en ont été proposées au cours de sa réception? Avant de répondre à cette question, il faut faire une remarque évidente. La richesse des thèmes traités par Mauss invitait à faire de l'essai des lectures unilatérales, sinon carrément arbitraires. Un exemple éloquent est offert par les réflexions de Georges Bataille, développées à partir de l'essai « La notion de dépense », publié dans la Critique sociale en janvier 1933. Elle tourne autour du potlatch en tant que phénomène anti-utilitaire, où la compétition était poussée à l'extrême jusqu'au gaspillage et à la destruction. Un très bref commentaire que Mauss avait inséré dans une note en bas des pages. L'idéal, ce serait de donner un potlatch et qu'il ne fût pas rendu, déchaîna l'imagination des batailles. Ce qu'il avait émoustillé, ce n'était pas la réciprocité, mais l'impossibilité de la mettre en pratique. Bataille renvoyait à l'essai de Mauss, mais ensuite il suivait une autre voie, la sienne. Il s'agissait, dans son cas, d'un exemple d'appropriation explicite. Dans un autre cas, par certains aspects contigus, l'appropriation des pensées de Mauss fut en revanche implicite. On a plusieurs fois souligné l'affinité entre le page de l'essai sur les dons consacré au potlatch comme don agonistique et l'interprétation de la dialectique du maître et de l'esclave dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, proposée par Alexandre Kojève dans son célèbre séminaire tenu à l'École pratique des hautes études entre 1933 et 1939. Que de telle affinité implique un lien direct d'un texte à l'autre a été soutenu avec prudence par Remo Bodei et puis, de manière indépendante et plus argumentée,
par Bruno Carsanti, suivi par Alain Caillé. Il s'agit d'une thèse plus que vraisemblable. La familiarité avec l'œuvre de Mauss et en général avec la sociologie française allait de soi pour quelqu'un comme Kojève, qui depuis son arrivée à Paris en 1926 travaillait surtout autour de la philosophie de la religion. Son écrit posthume, L'athéisme, qui remonte en 1931, s'ouvre sur un renvoi à Durkheim. Mais aux considérations extérieures s'unissent quelques éléments internes qui sont beaucoup plus probants. Regardons-les de près. L'édition de Leçons de Kojève sur la phénoménologie, préparée par Raymond Queneau, s'ouvre sur une traduction précédée d'un commentaire de la section A du chapitre 4 de la phénoménologie. La fonction stratégique de ce texte aujourd'hui célèbre, déjà paru en 1939 dans la revue Mesure, était indiquée par les titres, en guise d'introduction. Il suffira d'en citer quelques extraits. Je cite. Pour que l'homme soit vraiment humain, pour qu'il diffère essentiellement et réellement de l'animal, il faut que son désir humain l'emporte effectivement en lui sur son désir animal. L'homme s'avère humain en risquant sa vie pour satisfaire son désir humain, c'est-à-dire son désir qui porte sur un autre désir. Désirer les désirs d'un autre, c'est donc en dernière analyse désirer que la valeur que je suis ou que je représente soit la valeur désirée par cet autre. Je veux qu'il reconnaisse ma valeur comme sa valeur. Je veux qu'il me reconnaisse comme valeur autonome. Autrement dit, tout désir humain anthropogène, générateur de la conscience de soi, de la réalité humaine, est en fin de compte fonction d'un tel désir. Parler de l'origine de la conscience de soi, c'est donc nécessairement parler d'une lutte à mort en vue de la reconnaissance. Sans cette lutte à mort de pur prestige, il n'y aurait jamais eu d'être humain sur la terre. Fin de la citation. La lutte à mort en vue de la reconnaissance, cette lutte à mort des purs prestiges, marque donc une étape décisive dans l'humanisation de l'homme. C'est là que commencent les rapports entre maître et esclave, donc la société et l'histoire. Au nord-ouest américain, perdre le prestige, c'est bien perdre l'âme, avait écrit Mauss, parce que, je cite, les potlatches, la distribution des biens est l'acte fondamental de la reconnaissance militaire, juridique, économique, religieuse, dans tous les sens du mot. On reconnaît le chef ou son fils et on lui devient reconnaissant. Fin de la citation. Chaque texte associe compétition, reconnaissance et prestige. Une lettre envoyée par Kojève à Tran Duc Thao le 7 octobre 1949, après que ce dernier avait rendu compte sur le temps moderne de son introduction à la lecture d'Hegel, jette une lumière indirecte sur cette convergence. À l'allusion initiale ironique fait suite une auto-exégèse des plus sérieuses. Et je cite. Mon cours était essentiellement une œuvre de propagande destinée à frapper les esprits. C'est pourquoi j'ai consciemment renforcé le rôle de la dialectique du maître et de l'esclave. Une petite remarque seulement. Les termes sentiment de soi et conscience de soi sont de Hegel lui-même, qui dit expressément qu'à la différence de l'homme, l'animal ne dépasse jamais le stade du sentiment de soi. Le terme lutte des purs prestiges ne se trouve effectivement pas chez Hegel, mais je crois qu'il s'agit là uniquement
d'une différence de terminologie, car tout ce que je dis s'applique parfaitement à ce que Hegel appelle la lutte pour la reconnaissance. Fin de la citation. Mais est-il vraiment possible de voir dans l'expression « lutte des purs prestiges » comme le suggérait Kojève, un choix terminologique sans conséquence? On est tenté de formuler une hypothèse différente, à savoir que le passage de l'essai sur les dons, sur la reconnaissance, avait déclenché dans l'esprit de Kojève son équivalent hegelien, Anerkennung, en l'insérant dans le contexte de la lutte des purs prestiges. À travers l'essai sur les dons, Kojève aurait récupéré en philosophe la profonde dette spéculative que Hegel, depuis sa jeunesse, avait contractée à l'égard de Rousseau. Un indice en ce sens nous est fourni, si je ne me trompe, par les passages immédiatement successifs de la lettre de Kojève à Trans-Ductau. Et je cite: « Enfin, en ce qui concerne ma théorie du désir, elle n'est pas non plus chez Hegel, et je ne suis pas sûr qu'il ait bien vu la chose. J'ai introduit cette notion parce que j'avais intention de faire, non pas un commentaire de la phénoménologie, mais une interprétation. Autrement dit, j'ai essayé de retrouver les prémices profondes de la doctrine hegelienne et de la construire en la déduisant logiquement de ses prémices. Le désir du désir me semble être l'une des prémices fondamentales en question. Et si Hegel lui-même ne l'a pas clairement dégagée, je considère que, en la formulant expressément, j'ai réalisé un certain progrès philosophique. » Fin de la citation. En effet, avait écrit Kojève, l'être humain ne se constitue qu'en fonction d'un désir portant sur un autre désir, c'est-à-dire, en fin de compte, d'un désir de reconnaissance. Fin de citation. Ces mots renvoient à Hegel, mais ils pourraient, sans la moindre difficulté, s'appliquer à Rousseau. Kojève avait retrouvé Rousseau chez Hegel grâce à Mauss, qui avait lu Bauss à travers Rousseau. Le cercle herméneutique est bouclé. L'hypothèse que j'ai formulée inscrit l'essai sur les dons dans la tradition de ceux qui ont essayé de comprendre la société à la lumière de ses déchirements. Hobbes, Rousseau, Hegel. Il ne s'agit pas d'une interprétation complètement neuve. Marshall Sahlins, dans un essai très important, après avoir qualifié Mauss de disciple spirituel de Rousseau, analyse l'essai sur les dons à travers le filtre de Hobbes. Mais il s'agit d'une interprétation largement minoritaire. C'est l'interprétation de Claude Lévi-Strauss qui a dominé le terrain pendant des décennies. Interprétation proposée dans le célèbre essai qui constitue un exercice magistral d'appropriation critique et qui résume une phrase citée d'innombrables fois, qui décrit Mauss, je cite, « comme Moïse conduisant son peuple jusqu'à une terre promise dont il ne contemplerait jamais la splendeur. » Fin de la citation. Mais à quelle terre promise pensait Lévi-Strauss et pourquoi Mauss n'avait pas pu la rejoindre? Je cite. En s'associant de plus en plus étroitement à la linguistique, pour constituer un jour avec elle une vaste science de la communication, l'anthropologie sociale peut espérer bénéficier des immenses perspectives ouvertes à la linguistique elle-même par l'application du raisonnement mathématique à l'étude des phénomènes de communication. Fin de la citation. En soulignant ces perspectives, Lévi-Strauss renvoyait d'une part à la cybernétique de Norbert Wiener et à la théorie mathématique de la communication élaborée par Shannon et Weaver, et d'autre part, il faisait une allusion discrète à son propre travail en évoquant l'introduction des mathématiques, je cite, dans certains domaines essentiels comme celui de la parenté. Fin de la citation. L'essai sur les dons
était défini comme un événement décisif de l'évolution scientifique, comparable à la phonologie de Trubetskoy et de Jacobson. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée ethnologique, écrivait Lévi-Strauss, le social devient un système entre les parties duquel on peut donc découvrir des connexions, des équivalences et des solidarités. Fin de la citation. C'est à la même conclusion qu'arrivait peu après Émile Benveniste dans un essai paru dans un volume de l'année sociologique dédié à la mémoire de Mauss. Je cite, « Là, dans l'essai sur les dons, est le principe d'un échange qui, généralisé non seulement entre les individus, mais entre les groupes et les classes, provoque une circulation de richesses à travers la société entière. » Fin de la citation. Dans ces deux lectures convergentes, l'obligation à rendre le présent, le point du départ de l'enquête de Mauss, est complètement absente. L'échange généralisé dont parle Benveniste, la société comme système évoqué par Lévi-Strauss, permettent de découvrir des connexions, des équivalences et des solidarités. Asymétrie, constriction et inégalité disparaissent de la scène. Pour comprendre la signification de cette disparition, il est nécessaire d'examiner de près la partie la plus discutée de l'essai sur les dons, celle où Mauss explique l'obligation à rendre les présents à travers les catégories indigènes. Une de ces catégories, transmise par un informateur maori, est le hao, que Mauss interpréta comme pouvoir spirituel situé dans la chose donnée. Nous savons aujourd'hui, grâce à une analyse détaillée fournie par Marshall Sahlins, que l'interprétation de Mauss était le fruit d'un malentendu. Mais au-delà du cas spécifique, se pose ici un problème général que Lévi-Strauss avait formulé avec la dernière énergie. Il s'agit du risque tragique qui guette toujours l'ethnographe, celui de projeter sa subjectivité dans la société qu'il étudie. La solution, répond Lévi-Strauss, doit être cherchée, je cite, sur un terrain qui est aussi celui où l'objectif et les subjectifs se rencontrent, nous voulons dire l'inconscient. Fin de la citation. Mauss n'a pas parcouru cette voie jusqu'au bout parce qu'il est resté pris dans les catégories indigènes comme les hao. Ne sommes-nous pas ici, commente Lévi-Strauss, devant un de ces cas qui ne sont pas si rares, où l'ethnologue se laisse mystifier par l'indigène? Le hao n'est pas la raison dernière de l'échange, c'est la forme consciente sous laquelle des hommes d'une société déterminée, où les problèmes avaient une importance particulière, ont appréhendé une nécessité inconsciente dont la raison est ailleurs. Fin de la citation. Les risques des projections subjectives ne concernent pas seulement l'ethnographie. Mais dans quelle mesure peut-on étendre la solution envisagée par Lévi-Strauss pour l'anthropologie à d'autres sciences humaines? Nous pouvons chercher les débuts d'une réponse dans l'essai intitulé significativement « L'échange et la lutte des hommes », par lequel Claude Lefort intervint pour défendre les vrais Mauss contre l'ensemble de l'interprétation de Lévi-Strauss. À propos de cette dernière, Lefort faisait observer que, je cite, « bien que le terme d'inconscient soit ici seul employé, c'est plutôt celui de la conscience transcendantale dans son sens kantien qui s'impose en bonne logique. » Fin de la citation. Pour ce qui concerne l'interprétation de Mauss, la thèse de Lefort était inattaquable. La lecture kantienne de l'essai sur les dons, effusée sous la forme d'un kantisme sans moi transcendantal, selon la formule de Paul Ricoeur, reprise ensuite par Lévi-Strauss lui-même, nous mène très loin de la lutte des hommes, du potelage agonistique de Hegel
et, ajouterai-je, des Rousseau. Sur un plan général, observez l'effort, quand on a substitué à l'échange vécu, à l'expérience de la rivalité, du prestige ou de l'amour, l'échange pensé, on obtient un système de cycles de réciprocité entre les lignées ABCD. Les sujets concrets de l'échange ont disparu. Fin de la citation. Les anthropologues n'ont cessé de s'interroger sur les rapports entre vécu et pensée. Kenneth Pike, linguiste, anthropologue et missionnaire, a opposé les niveaux imiques tirés des phonimiques qui renvoient aux catégories des acteurs et les niveaux éthiques tirés des phonétiques qui renvoient aux catégories des observateurs. Nous retrouvons les problèmes auxquels s'étaient confrontés Mauss et ses critiques. Claude Lévi-Strauss a ressenti le besoin de revenir sur ce thème en niant la légitimité de l'opposition. Et je cite: « Une étroite collaboration entre les sciences humaines et les sciences naturelles permettra seule de récuser un dualisme métaphysique périmé. Au lieu d'opposer idéal et réel, abstrait et concret, émique et éthique, on reconnaîtra qu'irréductible à l'un quelconque de ces termes, les données immédiates de la conscience se situent à mi-chemin, déjà codées par les organes sensibles et par les cerveaux, à la façon d'un texte qui, comme tout texte, doit être décodé pour qu'on puisse les traduire dans le langage d'autres textes. » Fin de la citation. Il ne saurait y avoir de plus belle illustration de l'utopie scientifique grandiose de Lévi-Strauss. Mais l'observateur, chassé par la porte au nom de l'objectivité de la connaissance, revient par la fenêtre à travers le renvoi au texte. Il va de soi que décoder un texte signifie déchiffrer les rapports sociaux qui ont rendu possible sa production, l'usage ou les usages pour lesquels il a été produit, les publics actuels ou potentiels auxquels il s'adresse, les réalités extratextuelles qu'il évoque. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra traduire les textes, c'est-à-dire l'interpréter dans une autre langue, celle de l'observateur. Mais la distinction, qui n'a rien de métaphysique, entre observateur et acteur, fait irruption à un autre niveau, même celui du texte les plus élémentaires, une liste des noms propres. Dans son grand livre « Les rois thaumaturges », Marc Bloch sut aussi tirer profit des témoignages de ce genre. Il analysa d'un œil désenchanté la légende qui conférait au roi légitime de France et d'Angleterre les pouvoirs de guérir les écrouelles. Mais il ne négligea pas les malades pour autant. Leur nom et leur provenance, consignés dans des registres rédigés à cet effet, montrent que la foi dans le pouvoir surnaturel des souverains poussait des femmes et des hommes à entreprendre des longs et périlleux voyages pour se faire soigner. Démystifier la tromperie et saisir les émotions et les pensées de ceux qui en étaient les victimes ne sont pas, comme le démontre Bloch, deux objectifs incompatibles. Pour les historiens, mais aussi pour un anthropologue comme Mauss, la vérité subjective des acteurs peut et doit faire partie de la reconstruction globale qui naît des questions de l'observateur. La subjectivité de ce dernier doit être constamment corrigée, mais on ne saurait l'éliminer. C'est un poison, mais aussi une ressource, un don. Gift.